Olga, rappelez-nous ce que sont les grandes lignes de ce qu'on appelle l'aliénation parentale ou le syndrome, qui est un terme médical, mais tout simplement la manipulation des enfants, et dans quel contexte? Alors, l'aliénation parentale a eu un petit peu de difficulté à être admise en tant que concept ici en France. C'est un mot qui fait peur parce qu'il fait appel au mouvement aliéniste, aux aliénés, à la folie. Et en fait, dans l'aliénation parentale, c'est le deuxième sens qui est utilisé, c'est rendre étranger à l'autre. Donc nous sommes dans des situations où des enfants, sous l'emprise d'un parent, vont rejeter leur autre parent de façon définitive et cruelle et injustifiée par rapport aux faits objectifs et par rapport à la vie qu'ils ont pu avoir avec ce parent auparavant. Et donc l'aliénation parentale est l'objet de grands débats, dirais-je, sémantiques, mais ça ne change rien à la réalité. C'est une phrase extrêmement banale que l'on connaît tous, non pas peut-être dans sa vie privée, mais autour de soi. C'est quelqu'un, un parent qui dit à l'autre: tu veux te séparer, tu veux me quitter, très bien, tu ne verras plus jamais tes enfants. Et donc c'est à partir de cette phrase extrêmement banale auquel on ne prête peut-être pas l'attention suffisante que peut se mettre en place tout un système de prise d'otage d'un enfant, de manipulation, jusqu'à l'amener à rejeter son autre parent, à refuser de voir dans son autre, dans l'autre, le parent qu'il avait aimé auparavant. Oui, mais alors ça peut être plus sournois, là, vous prenez un cas flagrant, extrême peut-être, non? Alors ça peut commencer de façon extrêmement insidieuse, hein. C'est le fameux conflit de loyauté que tous les magistrats connaissent très bien, aussi bien les JAF que les juges pour enfants. Un enfant aime a priori ses deux parents si ces deux parents sont de bons parents, de parents ordinaires. Qu'est-ce qu'on appelle de bons parents? Alors c'est très difficile de définir un C'est bon dur parent. d'être un bon parent, Exactement. non? Un bon parent, c'est Ouais. quelqu'un qui doit remplir un rôle d'affection, un rôle éducatif et également un rôle de prise en charge de la vie matérielle de l'enfant. C'est plus facile de définir un mauvais parent. Un mauvais parent, c'est celui qui va dénigrer l'autorité parentale de son conjoint, de l'autre parent. Un mauvais parent, c'est celui qui va entraîner l'enfant vers la délinquance, vers le refus de la loi et lui donner, disons, des repères éducatifs qui ne sont pas compatibles avec un système de vivre ensemble dans notre République. Par exemple? Par exemple, un mauvais parent, c'est celui qui sera extrêmement permissif par rapport à ses enfants pour faire du trafic de drogue, qui va l'emmener à transgresser la loi, lui dire tu fais ce que tu veux, à ton âge tu es déjà adulte, c'est pas un juge qui va te dicter les positions à prendre, la police on s'en fout, donc ça définitivement, c'est un mauvais parent. Un mauvais parent aussi, c'est celui qui va disqualifier l'autre parent en disant tu n'as pas besoin d'obéir à ton père et à ta mère, tu fais ce que tu veux. Oui, Olga, je vous trouve un petit peu catégorique dans vos critères quand même. Alors effectivement, c'est toute la question absolument pas résolue de la norme sociale. Qu'est-ce que l'on admet comme étant bon ou qu'est-ce que l'on admet comme étant marginal? Oui. Quelles normes est-ce qu'on peut établir aujourd'hui dans nos sociétés qui sont multiculturelles, où l'on a des familles extrêmement diverses dans leur histoire, dans leurs pratiques et dans leurs croyances et dans leurs valeurs? Parce qu'on peut donner suffisamment d'affection, c'est déjà une preuve d'être un bon parent, et un cadre éducatif, mais on peut aussi être un peu marginalisé sur les règles de la société. On n'est pas pour cela un mauvais parent. Non, tout à fait. Non, on peut être excentrique, on peut être à la marge de la société, mais un enfant, on a tout de même le code civil et on a le code des familles qui précise bien ce dont un enfant a besoin. Il a une obligation d'être scolarisé, il a une obligation d'être socialisé, on a l'obligation de lui donner tout ce qu'il lui faut pour son développement harmonieux, pour son autonomie future dans la vie d'adulte. Alors, on est parents séparés, avec des droits de visite, et on peut s'apercevoir que l'autre enfant est aliéné à partir de quoi? De quels critères? Alors, Quelles sont les prémices?
Alors, c'est un petit peu comme dans le renseignement, on a des signaux faibles qui, quand ils se rajoutent les uns aux autres, peuvent déjà donner un signal d'alarme qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les signaux faibles, c'est un enfant qui refuse d'aller voir son parent pour les samedis dimanches en disant qu'il s'ennuie, qu'il n'y a rien à faire, que la nourriture est mauvaise, qui commence à dénigrer de façon systématique toutes les choses qui sont mises en place par son parent, qui va rejeter petit à petit. Le parent peut être accusé de maltraitance, de négligence éducative, voire même d'abus beaucoup plus graves. C'est un autre signal faible, un enfant qui va changer de nom, qui va laisser le nom de son père pour prendre le nom de sa mère, qui va appeler son beau-père papa ou sa belle-mère maman, en appelant peut-être un jour sa mère qu'il aimait. Je ne parle pas de mère biologique, mais vraiment une mère avec qui, ou son père, avec qui il avait un vrai lien affectif et d'amour, un lien parental très fort auparavant. Lui, elle, et après par son prénom. Et à la fin du processus, c'est monsieur et on vous voit la personne. Et là, c'est l'exclusion de l'enveloppe familiale de l'enfant. Alors, cette exclusion peut s'étendre aux proches, aux grands-parents. Alors justement, dans les cas d'aliénation parentale, cette exclusion ne concerne pas uniquement le parent. Alors, dans les parents maltraitants, effectivement, on peut se poser la question, si l'enfant rejette un parent, c'est peut-être qu'il a une bonne raison de ne pas vouloir garder de contact avec un parent qui peut-être effectivement est toxique, est maltraitant et dangereux. Et dangereux. Or, dans les situations d'aliénation parentale, ce rejet va s'étendre à l'ensemble de la famille de ses parents. Donc c'est tout un clan familial qui va être rejeté. Y compris les amis, les voisins. Et donc ce sera une rupture, il y aura un avant et un après. Une partie de ses origines. Une partie de ses origines, c'est un enfant qui va grandir avec un arbre généalogique tronqué. Oui. Alors quand une mère ou un père commence à dire que l'autre est fou, est dangereux à son enfant, est pervers, et qu'il le dit de manière répétée, c'est déjà une action d'aliénation ? Absolument, c'est déjà de la manipulation sur l'enfant, tout à fait. Alors donnez-nous des exemples peut-être précis par rapport aux témoignages que vous recueillez au sein de l'association. Des témoignages précis, nous en avons beaucoup, tellement. Oui. 3000, vous m'avez dit, c'est ça ? Oui, on a reçu à peu près 3000 témoignages en espace de 5 ans. Et ils sont à la fois différents et se ressemblent tous. Vous avez des enfants qui... tout petits, on parle souvent d'aliénation parentale pour des préadolescents qui sont dans cette phase de révolte où l'adolescence se superpose au conflit de loyauté pour détruire ces liens. Il y en a aussi des enfants qui sont tout petits, qui rentrent 4-5 ans chez un parent avec des gros mots, avec des coups de pied, avec des refus de manger, en disant la nourriture que tu me fais, c'est pour m'empoisonner, papa m'a dit que je vais mourir avec, ou maman m'a dit que je peux pas monter dans ta voiture parce que t'as déjà tué des gens. Vous voyez, donc et après viennent les coups. On a beaucoup de parents qui sont frappés par leurs enfants, et même parfois avec des couteaux ou de façon extrêmement grave et sérieuse. Et là, il y a enfant en danger. Mais frappé même d'ailleurs de façon moins dangereuse, c'est déjà absolument. Un signe inquiétant. Un enfant qui frappe son parent, c'est une transgression de la même façon qu'un parent qui abuse de son enfant. C'est d'ailleurs un mode opératoire plus particulier aux hommes masculins et plus particulier aux femmes, par exemple. Effectivement, alors c'est une bonne question que je vous invite à poser à des psychiatres parce qu'ils ont vraiment remarqué qu'il y a des modes opératoires différents, un niveau de conflit qui serait peut-être plus aigu quand c'est le père qui soustrait un enfant que lorsqu'une femme soustrait un enfant à son père. Alors, est-ce qu'on peut dire plus schématiquement qu'il sera plus facile à un père d'aliéner sa fille que son fils contre la mère, et vice-versa à une mère d'aliéner son fils plutôt que sa fille contre son père ?
Oui, parce que vous avez le fameux Oedipe qui va jouer, qui va se superposer au processus d'aliénation. Et ce que l'on voit souvent, et c'est ça qui est très inquiétant quand ce sont les hommes qui aliènent leur fille, c'est que la fille prend automatiquement la place de la mère et c'est dit de façon extrêmement ouverte. Tu n'es plus ma mère parce que tu as quitté papa. Donc tu n'es plus la femme de mon père, c'est moi qui suis la femme de la famille. C'est moi qui deviens la femme du foyer. Et on voit revenir des enfants, des jeunes filles de 13-14 ans, avec une alliance au doigt, avec un diamant de fiançailles pour leur anniversaire de 13-14 ans, voire des petits cœurs autour du cou en disant à toi pour toute la vie. Bon, le gars, vous êtes de mauvaise foi parce que un garçon peut aussi prendre la place de son père et se considérer comme le conjoint de sa mère. Hein. Tout à fait. Tout à fait, sauf qu'il n'aura pas une alliance, là je vous parle de signes, Oui. de signes extérieurs, Non, je plaisantais, de signes extérieurs d'emprise que l'on retrouve Mais avouez que vous avez pris un difficilement. parti pris de femme, là. Oui. Non, parce Oui. que disons qu'il y a d'autres angoisses qui peuvent apparaître dans ces moments-là, et justement, on est alors je dis bien aussi bien pour les hommes que pour des femmes, soyons clairs, pour des psychiatres, on est face à des situations d'inceste psychologique. C'est quand l'enfant prend la place de l'adulte, l'enfant du sexe opposé prend la place de l'adulte auprès du parent qui reste seul. Alors justement, est-ce que des dérives aliénantes peuvent aller jusqu'au rapport sexuel de la fille avec son père Alors parfois, je ne peux absolument pas vous parler d'incidence, mais nous avons effectivement Est-ce eu que vous des avez des dossiers. cas, oui, oui. On a eu des dossiers effectivement où des filles ont pris la place de la mère de façon extrêmement intime jusqu'à des relations Radicales, voilà. radicales, tout à fait. Alors, ce qui caractérise aussi ces situations d'aliénation parentale, quand elles sont vraiment avancées, quand elles sont cristallisées au sein de la constellation familiale, c'est la violence avec laquelle les enfants peuvent rejeter le parent qui finalement sera éliminé de la famille. Alors, je vous ai parlé des coups et blessures, mais si on se place du point de vue du parent, nous, on a des témoignages de mamans qui ont dû mettre des verrous et s'enfermer à clé la nuit dans leur chambre. Aussi des pères qui faisaient très attention à la nourriture qu'ils pouvaient trouver dans le frigidaire. Donc ça peut aller très très loin. Ce sont des choses qui ne se disent pas beaucoup parce que les parents ont peur d'être accusés de commentaires. C'est grave ce que vous dites, oui, là. c'est grave. C'est Mais très si vous grave. regardez, on peut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est le meurtre. C'est un enfant qui tue. Alors, c'est très rare, mais on a des enfants qui peuvent tuer leurs parents. Alors, je vais vous citer un exemple, un témoignage qui nous a été donné lors d'un congrès que nous avions organisé à Poitiers avec des médecins et des magistrats sur ces thématiques d'aliénation parentale. Une femme de 40 ans se lève au milieu de la salle pour expliquer son cas en disant voilà, moi j'étais une enfant aliénée avec ma petite sœur, on a vécu pendant des années avec notre mère, je n'ai pas vu mon père pendant 20 ans, personne ne pouvait rentrer chez nous quand les assistantes sociales venaient, maman faisait tout propre, elle remettait le portrait de papa sur le mur. Et à chaque fois que mon père venait nous voir pour les samedis dimanches, elle refusait de lui ouvrir. Et un jour, elle m'a dit, c'est encore ce type-là qui va venir. Ce type-là, pas mon père. Elle m'a dit, tu prends la carabine et tu sais ce qu'il te reste à faire. Ma mère est montée à l'étage. Alors c'était le silence absolu dans la salle. Et la jeune femme a eu 1 minute de respiration. Elle a dit, j'ai ouvert la porte, mais je n'ai pas pu tirer. Et cette phrase, je n'ai pas pu tirer, a traduit cette horreur, l'abomination du conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait par rapport à sa mère. Elle aurait dû tirer, elle aurait dû tuer son père, mais elle n'a pas pu le faire. Cette femme aujourd'hui est en thérapie depuis 15 ans.